Pendant que j'étais dans le coma, mon père se tenait dans l'unité de soins intensifs et a dit au médecin, elle a été un fardeau financier toute sa vie. Ne dépensez pas $1 de plus pour elle. Puis il a signé mon ordre de ne pas réanimer. 3 jours plus tard, je suis entré à son gala d'affaires, j'ai pris le micro et j'ai montré à 400 personnes les papiers qu'il pensait que je ne me réveillerais jamais pour voir. Je m'appelle Victoria et, d'aussi loin que je me souvienne, je n'étais pas une fille pour mon père. J'étais une ligne sur un bilan comptable. La première chose que j'ai sentie en reprenant conscience n'était pas la douleur sourde dans mes côtes brisées ou le froid mordant de l'air de l'hôpital de Seattle. C'était le son, ce sifflement rythmé et écrasant du ventilateur qui forçait l'air dans mes poumons et le bip clinique et aigu du moniteur cardiaque. C'était une symphonie de machines qui me maintenait attaché à un monde qui semblait de plus en plus lointain. Mes yeux étaient lourds, collés par l'épuisement et le traumatisme. Mais mes oreilles, elles, étaient grandes ouvertes. Et c'est là que je l'ai entendue. Une voix que j'avais connue toute ma vie, mais jamais tout à fait comme ça. Mon père, Robert, se tenait juste derrière la cloison vitrée de l'unité de soins intensifs. Il ne pleurait pas. Il ne priait pas. Il parlait à un médecin d'une facture. Le coût journalier de cette unité est astronomique, a dit Robert. Sa voix était plate, dénuée du tremblement que l'on attendrait d'un homme regardant sa seule enfant biologique se battre pour sa vie. C'était le même ton qu'il utilisait pour négocier un bail pour ses bureaux. Et l'opération, celle pour arrêter l'hémorragie interne. Le médecin, je crois qu'il s'appelait Dr Miller, a répondu avec un chiffre élevé, un chiffre qui représentait ma chance d'avoir un avenir. J'ai entendu le froissement du papier, le bruit d'un homme calculant ma valeur par rapport à ses marges de profit. Elle a été un fardeau financier toute sa vie, docteur, a continué mon père, ses mots tranchant le brouillard de ma sédation comme une lame de glace. D'abord les écoles privées, puis les accidents de voiture, maintenant ça. Ça ne finit jamais. Nous avons atteint la limite de ce qui est raisonnable. Je voulais crier. Je voulais me redresser et lui dire que j'avais payé ma propre université, que j'avais eu 2 emplois pendant qu'il achetait sa nouvelle Tesla. Mais le tube dans ma gorge a transformé ma rage en un tremblement silencieux. J'ai senti l'infirmière, que j'apprendrai plus tard à connaître sous le nom de Sarah, ajuster ma perfusion. Elle a dû l'entendre aussi, car sa main est restée sur mon bras une seconde de plus, un petit geste d'humanité dans une pièce remplie de calculs froids. Monsieur, la voix du docteur Miller était prudente. Votre fille est jeune. Ses signes vitaux se stabilisent. Nous avons juste besoin de résorber l'hématome. Mais Robert n'écoutait pas les conseils médicaux. Il regardait un presse-papier. Elle n'a pas de mandataire pour les soins de santé enregistrés, a-t-il dit, et je pouvais presque voir l'inclinaison suffisante de sa tête. Je suis son père. Je prends les décisions, et je n'autorise pas un centime de plus pour une cause perdue. Signez l'ordre de ne pas réanimer. Laissez-la partir. Nous ne paierons pas pour l'opération. Le grattement du stylo sur le formulaire d'ordre de ne pas réanimer était la chose la plus forte que j'ai jamais entendue. C'était le son de 29 ans d'histoire partagée effacée par quelques centimes d'encre. Il l'a signé à 23h18 un mardi. Il a signé mon arrêt de mort parce que le service de facturation lui a donné un chiffre qu'il n'aimait pas. Alors que je sentais l'obscurité essayer de me tirer vers le bas, j'ai réalisé que mon père avait enfin trouvé un moyen d'équilibrer ses comptes. Il pensait qu'il fermait un compte. Il n'avait aucune idée que j'écoutais. Il n'avait aucune idée que 72 heures plus tard, la situation se retournerait si violemment qu'elle écraserait tout ce qu'il avait jamais construit. Avant de nous plonger dans la façon dont j'ai survécu cette nuit-là et la tempête juridique que j'ai déchaînée sur mon père, je veux vous demander quelque chose. Vous a-t-on déjà fait sentir que vous n'étiez rien de plus qu'un fardeau? Comme si votre existence même était une dette que vous ne pourriez jamais rembourser? Si vous vous êtes déjà assis à une table de dîner et avez senti que votre présence était mesurée en dollars et en cents, alors cette histoire est pour vous. Prenez un moment pour aimer et vous abonner à la chaîne. Cela m'aide à savoir que ces histoires atteignent les personnes qui ont besoin de les entendre. Et pendant que vous y êtes, laissez votre emplacement et leur local dans les commentaires. J'adore vraiment voir d'où dans le monde vous écoutez. Maintenant, revenons en arrière. Laissez-moi vous ramener au début, bien avant l'unité de soins intensifs, à la maison de Seattle, où chaque repas, chaque paire de chaussures et chaque souffle que je prenais se voyait attribuer une valeur en dollars par l'homme qui était censé me protéger.
Je ne savais pas alors que ma grand-mère m'avait laissé un secret qui allait tout changer. Laissez-moi vous ramener, bien en arrière, à un matin gris et pluvieux de Seattle quand je n'avais que 7 ans. Nous vivions dans une belle maison de style craftsman de 3 étages à Queen Anne, surplombant le détroit. De l'extérieur, cela ressemblait au rêve américain par excellence. Mais à l'intérieur de ces murs, l'air était lourd d'une tension différente. Je me souviens d'être debout dans la cuisine, serrant une autorisation pour une sortie scolaire à l'aquarium. C'était $20. Juste $20. Mon père, Robert, n'a pas regardé le dépliant coloré. Il n'a pas demandé si j'étais excité de voir les requins ou les loutres de mer. Au lieu de cela, il a sorti de son bureau un petit registre relié en cuir, un livre que j'en viendrais à détester. Il l'a ouvert à une page avec mon nom tapé en haut et a soupiré. Un son qui portait le poids de 1000 déceptions. $20, Victoria, a-t-il marmonné, ses yeux parcourant les lignes des entrées précédentes. As-tu la moindre idée du nombre d'heures que je dois travailler pour pourvoir à tes extras? Tu es déjà à 400 pour ce mois seulement. Tu es un fardeau, gamine. Un robinet qui fuit constamment sur l'avenir de cette famille. Je n'ai pas pu voir l'aquarium cette année-là. Pendant que mes camarades de classe riaient et apprenaient sur l'océan, j'étais assise à la bibliothèque de l'école, fixant le sol, me demandant pourquoi mon existence avait un prix toujours trop élevé. C'était le schéma de ma vie. Chaque bol de céréales, chaque paire de jeans, chaque cahier d'école était traité comme un prêt personnel que je ne serais jamais capable de rembourser. Robert n'était pas un homme pauvre. C'était un cadre prospère qui travaillait dans la logistique à haut risque. Il connaissait la valeur de chaque centime, et il s'assurait que je sache que j'étais un mauvais investissement. Le contraste est devenu insupportable lorsque ma belle-mère, Evelyne, a emménagé avec sa fille, Chloé. Chloé avait 1 an de moins que moi, avec des boucles blondes et un sourire qui n'avait jamais eu à demander la permission. Le jour de leur arrivée, le registre est resté dans le tiroir. Soudain, le budget familial strict a disparu. J'ai regardé depuis l'ombre Chloé être comblée de tout ce qu'on m'avait dit être du gaspillage. Je me souviens de mon 10e anniversaire. J'avais demandé un simple carnet de croquis et quelques crayons fusains. J'adorais dessiner. C'était le seul moyen d'échapper au sentiment d'être une dette. Le matin de mon anniversaire, Robert m'a tendu un ensemble de crayons de couleur usagés, dont la moitié était cassée, qu'il avait trouvé dans un vide-grenier. $6, a-t-il dit en tapotant la boîte. Ne les perds pas. Le même après-midi, il est rentré avec une montagne de sacs de course pour Chloé. Ce n'était même pas son anniversaire. Je l'ai regardé sortir un iPad tout neuf, une paire de baskets de marque et une robe qui coûtait plus cher que toute ma garde-robe réunie. Quand j'ai demandé pourquoi les dépenses de Chloé n'étaient pas suivies dans le registre, le visage de Robert est devenu froid. Chloé est une joie, a-t-il lancé. Elle ne demande rien. Elle gagne sa place par son attitude. Toi, tu ne fais que prendre. Tu es comme un trou noir, Victoria. Peu importe ce que je verse dedans, ce n'est jamais assez. Au moment où j'ai eu 16 ans, la disparité était un gouffre. Chloé a reçu une Tesla blanche toute neuve pour son anniversaire, emballée dans un énorme nœud rouge. On m'a donné un laissez-passer de bus en plastique usagé et on m'a dit que si je voulais aller quelque part, je ferais mieux de commencer à marcher jusqu'à l'arrêt à 10 pâtés de maison. Conduire est un privilège pour ceux qui contribuent, m'a dit Robert en tendant les clés à Chloé. Tu m'as déjà coûté assez cher en assurance maladie et en nourriture. Je n'ajoute pas une voiture à la facture. Mais le point de rupture est survenu lorsque j'ai reçu ma lettre d'acceptation à l'université de Washington. J'avais travaillé si dur pour maintenir une moyenne de 4.0 tout en frottant les sols et en faisant la vaisselle dans un restaurant local après l'école. J'ai pensé, juste une seconde, qu'il pourrait être fier. Je lui ai montré la lettre à table. Robert n'a même pas posé sa fourchette. Il a jeté un œil à l'estimation des frais de scolarité et a ri. Je ne paie pas pour ça, Victoria. J'ai atteint ma limite. J'ai passé 18 ans à jeter de l'argent par les fenêtres, c'est-à-dire ta vie. Si tu veux jouer à l'étudiante, trouve un moyen de le payer toi-même. Ton vrai père aurait dû laisser quelque chose, mais il ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Il m'a laissé avec la facture. C'était la première fois que je réalisais qu'il considérait la mort de ma mère biologique non pas comme une tragédie, mais comme une rupture de contrat qu'il avait laissée avec la marchandise. Alors, j'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai survécu.
J'ai eu 2 emplois tout au long de mes études universitaires. Je travaillais de 4 heures du matin dans une boulangerie à Capitol Hill, sentant la farine et la levure en entrant dans mes cours de 8 heures du matin. Puis de 18 heures à minuit, je donnais des cours particuliers à des enfants riches de Bellevue dont les parents n'hésitaient pas à dépenser $100 de l'heure pour le potentiel de leur enfant. Je me souviens d'une nuit où je suis rentré épuisé, les pieds endoloris, la tête tournant par manque de sommeil. J'ai trouvé Robert et Evelyne dans le salon en train de célébrer les difficultés de Chloé avec ses examens de première année dans une université privée d'arts libéraux, une école que Robert payait intégralement avec son appartement de luxe. « Tu as l'air d'une épave, Victoria, a dit Robert, levant les yeux de son verre de scotch cher. Voilà ce qui arrive quand on n'a pas de plan. Tu tournes en rond, tu fais des petits boulots. Tu seras toujours un fardeau pour la société, tout comme tu l'as été pour moi. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste allé dans ma petite chambre, j'ai sorti mon propre registre, celui que j'avais commencé pour suivre chaque centime que je gagnais, et j'ai réalisé que j'approchais enfin du but. J'étais presque libre. J'avais obtenu mon diplôme, j'avais économisé chaque centime, et je l'avais fait sans un seul centime de sa charité. Mais en regardant la cicatrice sur ma poitrine, le rappel de l'opération cardiaque que j'avais subie à 4 ans, j'ai senti ce vieux poids familier, les $214 000. C'était le chiffre qu'il me jetait au visage chaque fois que je demandais une paire de chaussures ou un livre. Le coût de ma vie. Il s'assurait que je me sente comme une voleuse pour le simple fait de respirer. Ce que je ne savais pas alors, ce que je ne découvrirais qu'à l'unité de soins intensifs, c'est que la dette qu'il prétendait que je lui devais était le plus grand mensonge de tous. Ce n'était pas lui qui avait payé mon opération. Ce n'était pas lui qui avait financé ma vie. C'était un voleur qui avait vécu de mon héritage tout en m'appelant un fardeau. Étage 72 heures après ce lit d'hôpital, j'allais m'assurer qu'il rembourse chaque centime. Dans le monde froid et calculé que mon père avait construit, il n'y avait qu'une seule île de chaleur. Ma grand-mère, Rose. Alors que mon père me voyait comme un passif et un fardeau pour ses précieuses ressources, grand-mère Rose me voyait comme une personne. Elle vivait dans un petit cottage usé par le temps à West Seattle, un endroit qui sentait la lavande, les vieux livres et la brise salée du détroit. C'était le seul endroit où je sentais que je n'avais pas à payer pour l'air que je respirais. Je me souviens lui avoir rendu visite pendant ma 2e année d'université. J'étais épuisé, jonglant entre un programme de cours complet et 24 heures par semaine au restaurant. Je me suis assis sur sa balançoire de Porsche, les yeux lourds, et pour la première fois, j'ai laissé une larme couler. Je lui ai parlé du registre. Je lui ai raconté comment Robert m'avait récemment rappelé que les intérêts sur mes frais médicaux d'enfance augmentaient techniquement, même s'il ne me les facturait pas encore. Les mains de Rose, minces et tachetées par l'âge mais toujours incroyablement fortes, ont saisi les miennes. Ses yeux, d'un bleu vif et perçant que j'avais hérité, ont brillé d'un feu que je n'avais jamais vu auparavant. « Victoria, a-t-elle murmuré, sa voix rauque mais ferme. Ils pensent que tu es une dette. Ils veulent que tu crois que tu es un fardeau, pour que tu ne lèves jamais les yeux assez longtemps pour voir la vérité. Mais tu n'es pas une dette, ma chérie. Tu es un héritage. » Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire alors. Je pensais qu'elle était juste une grand-mère de soutien essayant de remonter mon estime de soi en miettes. Mais ensuite est arrivé ce mardi pluvieux de novembre, juste 6 mois avant sa mort. Elle m'a appelé à son chevet dans la maison de retraite. La chambre était stérile, mais elle avait réussi à glisser une petite fleur pressée, une rose, sous son oreiller. « Écoute-moi attentivement » a-t-elle dit, le souffle court. « Ta mère, Sarah, n'était pas la jeune fille sans le sou que ton père prétend. Elle t'aimait plus que sa propre vie. Elle connaissait Robert. Elle savait que sa cupidité finirait par tout engloutir, alors elle s'est assurée que tu sois protégé. Elle a glissé sa main sous son matelas et a sorti une petite enveloppe jaunie. Elle n'était pas épaisse, mais quand elle me l'a tendue, j'ai eu l'impression qu'elle pesait 100 livres. Sur le devant, dans une écriture cursive élégante et fanée, il y avait l'écriture de ma mère, pour Victoria, quand la tempête arrivera. Il y a un homme, a continué Rose, sa prise sur mon poignet se resserrant. Son nom est Harold Sterling. Il était l'avocat de ta mère, un homme de sa vie avant qu'elle ne rencontre Robert. Il attend. Je l'ai tenu à l'écart parce que je voulais que tu grandisses sans une cible sur le dos. Mais la cible est déjà là. Robert commence à fouiller dans les anciens comptes. Il devient désespéré, Victoria.
Son entreprise n'est pas aussi stable que cette Tesla dans l'allée le suggère. Je fixais l'enveloppe, mon cœur battant contre mes côtes. Qui a-t-il dedans, grand-mère? La clé de ta liberté, a-t-elle répondu. Et la preuve d'un crime. Ta mère a laissé un fonds en fiducie, Victoria. Il n'était pas petit. C'était le paiement de la succession de sa famille en Oregon. Mais elle l'a mis en place de manière à ce qu'il ne puisse être accessible que pour ton éducation ou ta santé, et seulement par un fiduciaire désigné qui n'était pas ton père. Une froide réalisation m'a envahi. Mais Robert a payé pour mon opération du cœur quand j'avais 4 ans, ai-je chuchoté. Il me le dit tous les jours. Il dit qu'il paiera cette dette jusqu'à sa mort. Rose a laissé échapper un rire sec et amer qui s'est transformé en tout. Il n'a pas payé un centime, Victoria. La fiducie a payé pour cette opération. La fiducie a payé pour ta maternelle privée. Chaque dépense qu'il a inscrite dans son maudit registre était déjà couverte par l'argent de ta mère. Il a fait coup double, ma chérie. Il a pris l'argent de la fiducie pour payer son style de vie tout en te disant que tu lui devais la vie même que tu vis. Mon sang s'est glacé. Les années de culpabilité, les nuits de travail jusqu'à ce que mes os me fassent mal, le sentiment constant d'être moins que rien parce que je coûtais trop cher. Tout cela était un mensonge. Je n'étais pas un fardeau. J'étais une mine d'or qu'il exploitait depuis 25 ans. Ne l'ouvre pas encore, a averti Rose, sa voix s'estompant. Pas avant d'être loin de lui. Pas avant d'avoir Sterling à tes côtés. Robert a des yeux partout. S'il sait que tu as ça, il trouvera un moyen de le prendre. Il a déjà essayé de me faire déclarer incompétente pour pouvoir accéder au dossier restant. Promets-le-moi, Victoria. Reste silencieuse. Reste invisible. Attends le moment où il pensera avoir gagné. C'est à ce moment-là que tu frapperas. Je le lui ai promis. J'ai pris cette enveloppe et je l'ai cachée. Je l'ai cachée au seul endroit où Robert ne regardait jamais. À l'intérieur du cadre du vieux portrait de ma mère, niché derrière le carton de protection. Pendant des années, j'ai vécu avec ce secret, endurant ses insultes, le regardant combler Chloé avec son argent, tout en sachant que le toit au-dessus de nos têtes et la nourriture sur la table étaient probablement achetés avec l'héritage même qu'il prétendait ne pas exister. Je ne savais pas que la tempête dont ma mère avait parlé serait un accident de voiture par une nuit pluvieuse de Seattle. Je ne savais pas que le moment où j'aurais besoin d'Harold Sterling serait lorsque je serais allongé dans un lit de soins intensifs, écoutant mon père signer un ordre de ne pas réanimer parce que j'étais un fardeau financier. Mais alors que j'étais là, piégé dans mon propre corps, je me suis souvenu de la voix de Rose. Attends le moment où il pensera avoir gagné. C'est à ce moment-là que tu frapperas. Eh bien, Robert, tu as signé le papier. Tu penses que je suis une cause perdue. Tu penses que la dette est enfin réglée. Mais tu as oublié une chose. Je ne suis pas seulement la fille de Sarah. Je suis la petite fille de Rose. Et la tempête que tu redoutais, elle est enfin là. C'était un mardi de fin octobre, le genre de nuit que seul Seattle peut produire, où la pluie ne fait pas que tomber, mais reste suspendue dans l'air comme un lourd rideau froid. Je venais de terminer un service épuisant de 12 heures à la clinique communautaire. Mon dos me faisait mal et mes yeux semblaient remplis de sable, mais je ressentais une étrange fierté en marchant vers ma voiture. C'était une modeste berline de 10 ans, mais je l'avais payée moi-même. Pas de registre, pas d'intérêt, pas d'insultes attachées au titre de propriété. Alors que je sortais du parking et me dirigeais vers l'île 5, les lumières de la ville étaient floues à cause de la brume constante sur mon pare-brise. Je pensais à l'enveloppe de ma grand-mère, toujours cachée derrière le portrait dans mon appartement. J'avais passé les dernières années à vivre comme un fantôme dans ma propre vie, essayant d'être invisible, comme Rose m'en avait averti. Mais cette nuit-là, le poids du secret semblait plus lourd que d'habitude. J'avais 29 ans et j'étais fatigué d'être un fardeau. J'étais fatigué des regards froids de Robert et de la perfection performative de Chloé et Evelyn. Je préparais ma sortie. J'avais cherché de petits appartements à West Seattle, des endroits où le loyer était gérable et où la vue sur l'eau me rappellerait Rose. La pluie a commencé à tomber plus fort alors que je quittais l'autoroute. Les essuie-glaces peinaient à suivre le déluge. Je me souviens qu'une chanson passait à la radio, quelque chose de doux et mélodique qui était à peine audible par-dessus le battement rythmique de la pluie contre le toit. Je n'étais qu'à 5 minutes de la maison. Je pouvais presque goûter le thé que j'allais me préparer et sentir la chaleur de ma couverture usée.
Puis tout a changé en un clin d'œil. J'ai atteint l'intersection de la 4e et de Maine. Le feu était vert, un vert solide et fiable. Je n'ai même pas vu l'autre voiture avant qu'il ne soit trop tard. C'était un énorme pick-up noir, du genre qui ressemble à un char sous les lumières vacillantes des lampadaires. Il n'a pas ralenti. Il n'a pas freiné. Il a grillé le feu rouge à 80 km/h, un mur d'acier visant directement ma portière côté conducteur. Il y a un son spécifique que le métal fait lorsqu'il est écrasé au-delà de ses limites. Ce n'est pas une détonation. C'est un craquement terrifiant et viscéral, comme une canette de soda géante aplatie par une botte. J'ai senti l'impact avant de l'entendre. Une poussée d'énergie soudaine et violente qui a projeté mon corps contre le cadre de la portière. Mon côté du monde s'est effondré vers l'intérieur. Le verre s'est brisé en un million d'éclats semblables à des diamants, projetés à travers l'habitacle comme une pluie glacée. J'ai senti mes côtes se briser, un claquement sec et écœurant qui m'a coupé le souffle. Puis est venu le silence. C'était un silence lourd et suffocant qui semblait plus fort que l'accident lui-même. J'étais coincé contre le siège, le volant pressé fort contre ma poitrine. J'ai essayé de respirer, mais chaque inspiration était comme une lame dentelée enfoncée dans mon flanc. L'odeur m'a frappé ensuite, l'odeur âcre des airbags déployés, le goût métallique du sang et l'odeur terreuse de la pluie qui tombait maintenant à travers ma vitre cassée. J'entendais la pluie taper sur le capot de la voiture, un son paisible qui semblait complètement déplacé compte tenu du chaos de mon corps. J'ai essayé de bouger ma main, mais elle semblait appartenir à quelqu'un d'autre, distante et insensible. Ma vision a commencé à se rétrécir, les lampadaires s'estompant en halos sombres. J'ai entendu des voix, lointaines au début, comme si elles étaient sous l'eau. « Et, vous m'entendez ? Appelez le 911 maintenant. Restez avec moi, madame. Gardez juste les yeux ouverts. » Un visage d'homme est apparu dans la vitre brisée. Il avait l'air terrifié. Il disait quelque chose, mais ses mots étaient étouffés par le bourdonnement dans mes oreilles. Je voulais lui dire mon nom. Je voulais lui parler de l'enveloppe. Je voulais lui dire que je ne pouvais plus être un fardeau financier car j'avais un héritage à protéger. Mais les mots ne venaient pas. J'ai ressenti un étrange détachement froid. La douleur a commencé à s'estomper, remplacée par un froid engourdissant qui partait du bout de mes doigts et se dirigeait vers mon cœur. J'ai pensé à Robert. J'ai pensé à combien il détesterait cela. Le trajet en ambulance, les frais des urgences, le dérangement d'une fille en morceaux. Même alors que je sentais ma conscience s'évanouir, j'ai ressenti une lueur de culpabilité. Non pas pour avoir été blessé, mais pour le coup que j'allais engendrer. C'était sa voix dans ma tête, même au seuil de la mort. La dernière chose dont je me souviens avant que le monde ne devienne noir, ce sont les lumières bleues et rouges des véhicules d'urgence se reflétant dans les flaques d'eau sur la chaussée. Les sirènes étaient un hurlement aigu et plaintif qui semblait me rappeler, mais l'obscurité était plus forte. Elle m'a entraîné, profonde et silencieuse, loin de la pluie, loin de la douleur et loin du registre. Je ne savais pas alors que le véritable accident était encore à venir. Je ne savais pas que l'homme qui m'avait appelé un fardeau pendant 29 ans était sur le point de prouver que sa cupidité était plus dangereuse que n'importe quel camion fou. Le monde de l'unité de soins intensifs est une étrange réalité suspendue. Il n'y a ni jour ni nuit, seulement le bourdonnement clinique incessant de l'électricité et l'odeur d'antiseptique qui colle au fond de la gorge. Je dérivais dans un lourd brouillard induit par la morphine. Mon corps semblait fait de plomb. Mais mon esprit, cette partie obstinée et résiliente de moi, était bien éveillé. J'étais piégé dans ce que les infirmières appellent le syndrome d'enfermement, incapable de bouger un doigt ou de battre des paupières. Pourtant, j'entendais tout. J'entendais le grincement des semelles en caoutchouc du médecin alors qu'il s'approchait de mon lit. J'entendais le froissement d'un presse-papier. Et puis j'ai entendu la voix qui avait hanté mon enfance. Robert était de retour, mais il n'était pas seul. J'entendais une femme du service de facturation, je crois qu'elle s'appelait Patricia, parler à voix basse et feutrée. « Monsieur Thomas, nous avons examiné les coûts préliminaires pour la stabilisation d'urgence et la neurochirurgie à venir, a-t-elle dit. J'ai entendu le bruit d'un papier glissant sur une table. Comme l'assurance est toujours en cours de vérification, et que vous êtes le co-signataire principal de ces anciens comptes médicaux, nous devons discuter de l'engagement financier pour la prochaine étape des soins. » Il y eut un long silence suffocant. J'attendais qu'ils disent que l'argent n'avait pas d'importance.
J'attendais qu'ils leur disent de faire tout ce qu'il fallait pour sauver sa fille. Au lieu de cela, je l'ai entendu pousser un long soupir las. Le même soupir qu'il utilisait lorsque je demandais une nouvelle paire de chaussures d'école. Les chiffres ne collent pas, a dit Robert, sa voix plate et froide. 240 000 $ pour une opération avec une chance de guérison. Ce n'est pas un plan médical. C'est un mauvais investissement. J'ai senti un frisson fantôme parcourir mes membres paralysés. Il ne parlait pas de ma vie. Il parlait de mon cou. Le docteur Miller, le chirurgien qui s'occupait de mon cas, a essayé d'intervenir. Monsieur, Victoria est jeune. Ses signes vitaux se stabilisent. Cette opération n'est pas juste une chance. C'est son avenir. Sans elle, le gonflement du cerveau deviendra irréversible. Elle a été un fardeau financier toute sa vie, a lancé Robert, coupant le médecin avec un ton sec et tranchant. De l'opération du cœur quand elle avait 4 ans à ses besoins constants en tant qu'adulte. Nous avons atteint la limite. Je suis le plus proche parent et je prends la décision. Laissez-la partir. Nous ne paierons pas pour l'opération. Mon moniteur cardiaque a commencé à biper plus vite. Un SOS rythmique et frénétique que seul moi comprenais. Je voulais crier que j'avais mon propre argent, que j'avais le fonds en fiducie que Rose avait mentionné. Mais j'étais prisonnière de ma propre peau. A-t-elle un mandataire pour les soins de santé enregistrés, a demandé le docteur Miller, sa voix prudente, presque pleine d'espoir. Non, a menti Robert sans une seconde d'hésitation. Elle ne s'est jamais souciée de ces choses. Je suis son père. Je suis le seul décideur ici. Maintenant, donnez-moi le formulaire. Je signe l'ordre de ne pas réanimer. Le son du stylo grattant le papier a semblé être un coup physique. 23h18 un mardi soir. C'était le moment où mon père biologique a décidé que ma vie ne valait pas le prix d'une voiture de luxe. Il a rendu le stylo, a demandé s'il y avait autre chose à signer, et j'ai entendu ses pas s'éloigner alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur. Il n'est même pas venu à la vitre pour me regarder une dernière fois. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du sifflement du ventilateur. Mais ensuite, les lourdes portes doubles de l'unité de soins intensifs se sont ouvertes avec fracas. Où est-elle, a exigé une voix. C'était Maya. J'ai entendu l'infirmière Sarah essayer de l'arrêter. Madame, seule la famille immédiate est autorisée dans cette unité pour le moment. Son père vient de partir. Je me fiche de ce que cet homme a fait. La voix de Maya tremblait d'un mélange de rage et de terreur. Je suis son mandataire pour les soins de santé. Je suis son mandataire depuis que nous avons 21 ans. J'ai les documents notariés et ma pièce d'identité ici. J'ai entendu une rafale d'activité, le bruit de pages qu'on tourne, les chuchotements des infirmières. Maya était ma meilleure amie depuis l'école d'infirmière. Elle connaissait la cupidité de Robert mieux que quiconque, et 3 ans plus tôt, nous nous étions assises dans un café et avions signé les papiers qui garantissaient qu'il n'aurait jamais de pouvoir sur mon corps. Cet ordre de ne pas réanimer a été signé il y a 10 minutes, j'ai entendu le docteur Miller dire, sa voix épaisse de confusion. Le père a prétendu qu'il n'y avait pas de mandataire. Le père est un menteur, a crié Maya. Je révoque cet ordre immédiatement. J'autorise l'opération. J'autorise tout. Utilisez l'assurance enregistrée, et s'il y a un manque, je signerai moi-même. Sauvez-la, c'est tout. Le docteur Miller n'a pas attendu. Je l'ai entendu appeler l'équipe chirurgicale, l'énergie frénétique dans la pièce passant d'une veillée funèbre à une mission de sauvetage. Maya est venue à côté de mon lit. Elle a pris ma main glacée dans les siennes, sa prise ferme et tremblante. Je suis là, Vic, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Il est parti. Il pense qu'il a gagné, mais il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Continue juste à te battre. Je m'occupe du reste. Alors qu'il commençait à pousser mon lit vers la salle d'opération, la dernière chose que j'ai sentie n'était pas la douleur. C'était la réalisation froide et dure que mon père n'avait pas seulement essayé d'économiser de l'argent. Il avait essayé de m'effacer. Il était probablement déjà à la maison, dormant profondément, croyant que son fardeau financier avait enfin disparu. Il ne savait pas que Maya avait annulé son ordre. Il ne savait pas que j'étais toujours là. Et surtout, il ne savait pas que 72 heures plus tard, la facture de sa trahison allait enfin lui être présentée. Quand j'ai finalement ouvert les yeux pour la deuxième fois, la vraie fois, le monde n'était plus un flou d'ombres grises et de chuchotements étouffés.
Il était net, douloureusement net. Les lumières de l'hôpital avaient cette lueur fluorescente blanc bleuté et plate qui semble éplucher les couches de votre peau. Ma gorge était comme si j'avais avalé une poignée de sable sec et de verre brisé. Chaque respiration était une négociation lente et délibérée avec mes côtes brisées. J'ai regardé à ma gauche et j'ai vu une femme debout près de la fenêtre. Ce n'était pas ma belle-mère, Evelyne. Et ce n'était certainement pas Chloé. C'était Sarah, l'infirmière dont la main avait été la seule chose chaude que j'avais sentie quand le monde s'effondrait. Elle m'a vu bouger et a été à mes côtés en un clin d'œil. Elle n'a pas appelé un médecin immédiatement. Elle a juste pris ma main, sa prise ferme et rassurante, et a murmuré « Bon retour parmi nous, Victoria. Tu es en sécurité maintenant. » En sécurité. C'était un mot que je n'avais pas ressenti en 29 ans. Pendant l'heure qui a suivi, Sarah s'est déplacée avec une efficacité tranquille et exercée, vérifiant mes signes vitaux et m'aidant à prendre de petites gorgées d'eau angoissante. Mais alors que le brouillard de l'anesthésie et du coma de 3 semaines commençait à se dissiper, les souvenirs du chuchotement de l'unité de soins intensifs sont revenus en force. Le grattement du stylo, l'ordre de ne pas réanimer, le fardeau financier. Sarah, ai-je croassé, ma voix semblant appartenir à une étrangère. Le papier, mon père. Il l'a signé, n'est-ce pas? La pièce est devenue silencieuse un instant. Sarah a cessé d'ajuster ma perfusion et s'est assise sur la chaise à côté de mon lit. Elle n'a pas essayé de mentir. Elle n'a pas offert de platitude sur le fait qu'il était stressé. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a accordé le respect de la vérité. Il l'a signé à 23h18 la nuit de ton accident, Victoria. Il a dit à l'équipe chirurgicale que tu n'avais pas de mandataire pour les soins de santé. Il leur a dit de te laisser partir parce que le coût était trop élevé. Une douleur froide et creuse s'est installée dans ma poitrine, pire que n'importe quel traumatisme physique. L'entendre confirmer, savoir que c'était documenté sur du papier à en tête de l'hôpital, c'était comme être heurté par ce pick-up une fois de plus. Comment suis-je ici alors, ai-je demandé. Maya, a répondu Sarah avec un petit sourire de défi. Elle a défoncé ses portes 10 minutes plus tard avec tes formulaires de mandat notarié. Elle t'a sauvé. Elle est restée ici chaque nuit pendant 3 semaines pendant que ton père. Eh bien, ton père n'est jamais revenu après cette première nuit. Mais ce n'était pas la fin de l'amère vérité. Ce soir-là, après la visite de Maya et nos retrouvailles larmoyantes et chuchotées, elle m'a tendu mon téléphone. Mes mains tremblaient en l'allumant. Je m'attendais à des appels manqués de Robert, de fausses excuses, peut-être un message scénarisé sur le fait qu'il avait mal compris le pronostic du médecin. Il y avait 32 appels manqués de sa part, mais ils dataient tous d'avant qu'il ne me croie morte. Depuis l'opération, il n'y avait rien. Cependant, il y avait une notification de ma banque et une série de courriels urgents d'une société de titres. J'ai passé ma vie à être infirmière. J'ai l'habitude de lire des dossiers et des données complexes, mais ces documents étaient une autre sorte de question de vie ou de mort. Pendant que j'étais dans le coma, luttant pour chaque souffle, mon père n'avait pas été en deuil. Il avait été occupé. Parce que je n'avais pas de mari et qu'il était toujours listé comme mon contact d'urgence principal sur mon ancien bail, il avait eu accès à mon courrier et aux clés de mon appartement. Il avait trouvé l'acte de propriété de la maison de mon enfance, celle que ma grand-mère Rose m'avait aidé à acheter avec mes propres économies et un petit cadeau privé qu'elle m'avait fait des années auparavant. C'était la seule chose que je possédais et qui était vraiment à moi, ou qui était censée l'être. Je fixais l'écran, ma vision se brouillant. Le 14 octobre, alors que j'étais inconsciente, une hypothèque avait été enregistrée sur ma propriété pour $300 000. La signature sur le dépôt numérique était une cursive parfaite et élégante, Victoria Evans. Mais je n'avais rien signé. J'étais sous ventilateur. Il avait falsifié ma signature. Il avait utilisé la procuration que je lui avais signée par erreur à 18 ans, un document qu'il m'avait dit être juste pour les urgences, pour utiliser mon seul bien comme levier. Il n'a pas utilisé l'argent pour mon opération. Il ne l'a pas utilisé pour ma convalescence. Les registres des virements bancaires montraient que les fonds avaient été transférés directement sur son compte professionnel pour couvrir un déficit massif dont je ne connaissais même pas l'existence. Il pensait que je n'allais jamais me réveiller. Il pensait que l'ordre de ne pas réanimer était sa stratégie de sortie parfaite. Il obtiendrait l'argent, se débarrasserait du fardeau, et le secret mourrait avec moi dans ce lit d'hôpital. J'ai posé le téléphone sur le fin drap blanc.
Le moniteur cardiaque a commencé à biper plus vite, un SOS rythmique et aigu qui résonnait dans la pièce stérile. Sarah est revenue, inquiète, mais je l'ai regardée avec une clarté qui était terrifiante même pour moi. Je ne suis pas un fardeau, Sarah, ai-je chuchoté. Je suis une survivante. Et mon père vient de faire l'erreur la plus chère de sa vie. Prenez une seconde pour vraiment réfléchir à cela. Vous vous réveillez d'un coma pour découvrir que la personne qui était censée vous aimer le plus n'a pas seulement essayé de vous laisser mourir. Elle a utilisé votre corps inconscient pour voler tout ce pour quoi vous avez travaillé. Si vous étiez Victoria, allongée dans ce lit, brisée et trahie, quel serait votre premier mouvement? Le confronteriez-vous immédiatement, ou joueriez-vous le jeu sur le long terme comme ma grand-mère Rose m'en avait averti? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Dites-moi aussi d'où vous regardez et quelle heure il est. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. 10 jours après mon réveil du coma, j'ai marché, enfin, boité, jusqu'à un petit immeuble de bureaux sans prétention du centre-ville de Seattle. Mes côtes étaient encore étroitement bandées, et chaque pas était un rappel de la nuit où le monde a essayé de m'écraser. Mais je n'étais pas là pour un contrôle. J'étais là pour voir Harold Sterling. C'était l'homme dont ma grand-mère, Rose, avait parlé à voix basse, le gardien des secrets de ma mère. Harold était exactement comme je l'imaginais, les cheveux argentés, portant des lunettes à monture dorée, et assis derrière un bureau empilé de volumes reliés en cuir qui sentaient le vieux papier et la justice. Quand je me suis assise et que j'ai fait glisser le rapport d'incident de l'hôpital et les documents hypothécaires sur son bureau, il n'a pas semblé surpris. Il avait l'air d'un homme qui attendait que l'inévitable se produise depuis 20 ans. Votre père, Robert, a une sorte d'arrogance très spécifique, Victoria, a dit Harold. Sa voix était un baryton grave et rythmé. Il croit que parce qu'il a été aux commandes pendant si longtemps, les règles de la réalité ne s'appliquent tout simplement pas à lui. Il n'a pas seulement signé cet ordre de ne pas réanimer pour économiser de l'argent. Il l'a signé parce qu'il pensait qu'il pouvait enfin clore le registre sur vous et garder la maison qu'il a volée. Je me suis penché en avant, mes mains agrippant le bord de son bureau en acajou. Il a falsifié ma signature alors que j'étais sous ventilateur, Harold. Il a utilisé la maison de mon enfance, la seule chose qu'il me reste de ma mère, pour renflouer sa société de logistique en faillite. Il m'a appelé un fardeau financier alors qu'il suçait littéralement le sang de mon héritage. Harold a ouvert un épais dossier en manille, celui auquel grand-mère Rose avait contribué pendant des années. C'est pire que ça, Victoria. J'ai passé la semaine dernière à rassembler les registres de la fiducie de votre mère. Les 214 000 $ qu'il vous jette au visage depuis que vous avez 8 ans. Le coût de votre opération du cœur, il a été payé intégralement par la succession de votre mère le jour de votre sortie du service de pédiatrie. Robert n'a jamais dépensé un centime de son propre argent pour votre santé. En fait, il a perçu des frais de gestion mensuels de votre fiducie pendant 25 ans. Il n'a pas seulement menti sur la dette. Il l'a inventé pour vous maintenir petite. La pièce semblait tourner. Toutes ces années de culpabilité, tous ces services au restaurant, toutes ces nuits à me sentir comme une voleuse juste pour être en vie. Tout cela était une arnaque. Je n'étais pas une débitrice. J'étais la banque. Et Robert me volait depuis que j'étais une enfant. Quel est le plan, Harold, ai-je demandé, ma voix froide et concentrée. Robert est honoré ce vendredi, a dit Harold, un sourire sec et clinique effleurant ses lèvres. Le gala d'affaires de Seattle. Il reçoit le prix du philanthrope de l'année pour son dévouement aux valeurs familiales. C'est la scène parfaite, Victoria. Il veut un public. Nous allons lui en donner un. J'ai déjà préparé le rapport d'expertise sur l'hypothèque falsifiée et une poursuite civile pour détournement de fiducie. Mais nous n'allons pas seulement le poursuivre en justice. Nous allons montrer à tout le monde qui est vraiment Robert Thomas. Je ne veux pas seulement qu'il paie, ai-je chuchoté, pensant au grattement de son stylo sur le formulaire d'ordre de ne pas réanimer. Je veux qu'il se sente exactement aussi invisible qu'il m'a fait me sentir. Ce sera le cas, a promis Harold. Vendredi soir, le registre se ferme enfin, et cette fois, c'est lui qui est en faillite. La grande salle de bal de l'hôtel du front de mer de Seattle était une mer de lustres scintillants, de robes de soie et du tintement creux des flûtes de champagne. C'était le genre d'endroit où Robert Thomas se sentait comme un roi. Je me tenais au fond de la salle, caché derrière un rideau de velours, portant un costume gris anthracite qui me semblait être une armure. Ma meilleure amie Maya se tenait à côté de moi,
sa main fermement posée sur mon épaule. « Tu es prête pour ça ?» a-t-elle murmuré. « Je suis prête depuis que j'ai 7 ans » ai-je répondu. Sur scène, le maître de cérémonie terminait son introduction. Et maintenant, pour notre plus grand honneur, le prix de l'héritage et des valeurs familiales. Veuillez accueillir un homme qui définit ce que signifie pourvoir et protéger, Robert Thomas. La salle a éclaté en applaudissements tonitruants. Robert a monté les marches avec un sourire humble et étudié, ajustant son smoking Tom Ford. Evelyne et Chloé étaient au premier rang, rayonnantes, l'image de la famille parfaite. Robert a pris le microphone, regardant les 400 invités avec un air de confiance suprême. « Merci » a commencé Robert, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. « La famille est le fondement de tout ce que je fais. Lorsque nous faisons face à des défis, lorsque les coûts sont élevés, nous ne faiblissons pas. Nous pourvoyons. J'ai passé ma vie à m'assurer que mes enfants aient toutes les opportunités, quel que soit le sacrifice personnel, parce que c'est ce que fait un père. Il porte le fardeau pour qu'il n'ait pas à le faire. J'ai senti une vague de fureur froide et blanche. Je suis sorti de derrière le rideau et j'ai commencé à marcher dans l'allée centrale. La salle ne m'a pas remarqué au début, mais à mesure que je me rapprochais de la scène, quelques têtes se sont tournées, puis quelques autres. La survivante miraculée était de retour, mais je n'avais pas l'air d'une victime. J'ai une question sur ces sacrifices, Robert. Ma voix a retenti, claire et nette, coupant son discours répété comme une lame. Les applaudissements se sont tus instantanément. Robert s'est figé, sa main agrippant toujours le prix. Son visage a subi une transformation rapide. Surprise, puis agacement, et enfin une lueur de terreur authentique en voyant Harold Sterling entrer par les portes latérales avec une mallette en cuir. « Victoria » a balbutié Robert dans le micro, essayant de reprendre le contrôle. « Ma chérie, tu devrais te reposer. Le traumatisme, tu es clairement confuse. »« Je ne suis pas confuse, papa » ai-je dit, atteignant le pied de la scène. J'ai monté les marches, ma claudication à peine perceptible maintenant, alimentée par de l'adrénaline pure. J'ai pris un deuxième microphone sur le podium. Tu viens de dire à tout le monde ici que tu portes le fardeau. Alors, parlons du fardeau que tu as porté un mardi soir à 23h18 à l'unité de soins intensifs. J'ai fait un signe de tête à Maya, qui était au fond avec l'équipe audiovisuelle. Soudain, les écrans de projection géants qui avaient montré des photos des œuvres de charité de Robert ont vacillé et ont changé. Au lieu d'un Robert souriant, il y avait un scan haute résolution d'un document hospitalier. Les lettres DNR, ordre de ne pas réanimer, étaient entourées en rouge. En bas, la signature de Robert était indubitable. Un hoquet collectif a parcouru la salle de bal. Les gens se penchaient en avant, plissant les yeux vers l'écran. Ça, ai-je dit en désignant l'écran, c'est la signature de mon père. Il l'a signé pendant que j'étais dans le coma, luttant pour ma vie. Il ne l'a pas signé parce que le médecin a dit que j'étais parti. Il l'a signé parce que le service de facturation lui a dit que l'opération était chère. Il a appelé sa seule fille un fardeau financier et a dit au chirurgien de me laisser mourir. C'est une affaire privée, a sifflé Robert, son visage virant au rouge violacé. Tu te ridiculises. Non, Robert, je te démasque, ai-je dit en m'approchant. Mais ce n'était pas suffisant, n'est-ce pas? Pendant que j'étais inconsciente, tu as aussi pensé que tu prendrais un petit souvenir. Maya, diapositive suivante. L'écran a de nouveau changé. Cette fois, c'était la demande d'hypothèque pour ma maison sur Osornil. À côté, l'équipe d'Harold Sterling avait placé une comparaison côte à côte de ma vraie signature et de celle sur le prêt. Le mot phobe était estampillé en grosses lettres noires. 300 000 $, ai-je dit à la foule silencieuse et choquée. Il a falsifié mon nom pour voler ma maison alors que j'étais sous ventilateur. Il a utilisé mon héritage pour payer ses erreurs. Tout en disant au monde qu'il est un philanthrope. Le visage d'Evelyne était un masque d'horreur. Chloé fixait son téléphone, essayant de se cacher. Le philanthrope de l'année ressemblait à une marionnette dont les ficelles avaient été coupées. Harold Sterling est monté sur scène. Sa présence juridique remplissant la pièce, il a tendu une épaisse enveloppe à Robert. Robert Thomas, vous êtes assigné en justice pour détournement de fiducie, vol d'identité et faux en écriture. Nous avons déjà prévenu le procureur du comté de King. Le registre est officiellement ouvert. Robert a regardé l'enveloppe,
puis les 400 personnes qui le regardaient maintenant avec un dégoût total. Il a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Il avait l'air petit. Il avait l'air en faillite. Je me suis penché une dernière fois vers le microphone. Tu m'as toujours dit que je coûtais trop cher, papa. Eh bien, ce soir, tu paies enfin la facture. Et je ne suis plus un fardeau. Je suis celle qui clôture le compte. J'ai tourné les talons et j'ai quitté la scène, le seul son dans la pièce étant le claquement de mes talons et le silence lourd et suffocant d'un homme qui avait tout perdu à la lumière de la vérité. Les conséquences ont été rapides et cliniques. Robert n'a pas seulement perdu le prix ce soir-là. Il a perdu le fondement même de la vie qu'il avait construite sur mon dos. L'audit jury comptable déclenché par la poursuite civile d'Harold Sterling a révélé une décennie de détournement systématique du fonds en fiducie de ma mère. Le mois suivant, le bureau du procureur du comté de King avait engagé des poursuites pénales pour vol d'identité et fraude hypothécaire. La maison Craftsman de Queen Anne m'a été rendue en pleine propriété après que le tribunal a annulé les documents de prêt falsifiés. Robert a fini par perdre sa société de logistique à la faillite et sa réputation dans la communauté à la lumière absolue de la vérité. Evelyn et Chloé, elles ont disparu au moment où les voitures de luxe ont été saisies, prouvant que leur famille n'était tenue que par mon argent volé. Je n'ai pas célébré sa chute. J'ai simplement avancé dans la vie que j'étais toujours censé avoir. J'ai utilisé les fonds récupérés pour créer une organisation à but non lucratif pour les droits des patients, garantissant qu'aucun plus proche parent n'ait jamais le pouvoir de faire taire une voix qui se bat encore pour vivre. J'ai emménagé dans le cottage de ma grand-mère Rose, enfin libérée du poids du registre pour la première fois en 29 ans. En y repensant, cette nuit pluvieuse à Seattle n'a pas détruit ma vie. Elle a démantelé un mensonge pour que je puisse enfin respirer. J'ai appris qu'être une fille n'est pas une dette que l'on rembourse. C'est un lien que l'on honore. Si on vous fait actuellement sentir que vous êtes un fardeau financier, souvenez-vous que votre valeur est inhérente. Vous êtes une personne, pas une marge de profit. Merci d'avoir écouté mon histoire.